C'est le 3 avril que la nouvelle est tombée. Un F-15 Strike Eagle américain, avec 2 membres d'équipage, avait été abattu en Iran. Des images de l'épave ont vite circulé sur les réseaux sociaux, mais la question restait, qu'était-il arrivé à l'équipage ? Un pilote et un officier des systèmes d'armes, WSO, restaient à déportés disparus. Ils s'étaient éjectés avant le crash et étaient en fuite non capturés, quelque part en Iran. On ne pouvait laisser personne derrière. Les États-Unis ont pris la décision. La mission de sauvetage la plus épique de l'histoire devait être accomplie. C'était insensé, impossible. Les États-Unis l'ont fait, et voici l'histoire. Saignant abondamment, l'officier des systèmes d'armes du F-15 rampe et se traîne. Il sait qu'il doit s'élever pour optimiser la portée de ses dispositifs de communication et être localisé par ses frères d'armes. Une montagne escarpée se dresse devant lui, mais cela ne l'arrête pas. Le officier des systèmes d'armes a maudit sa malchance. Le chaos de l'éjection l'avait séparé de son pilote par des kilomètres de terrain iranien difficile. À l'insu du officier des systèmes d'armes, ce pilote avait déjà été secouru puisqu'il avait été extrait d'Iran seulement 6 heures après la chute du F-15. Ignorant que des drones et avions de surveillance surveillaient déjà la zone du crash, le officier des systèmes d'armes rampait et escaladait. Le officier des systèmes d'armes était classé, statut inconnu. Pourtant, il continuait d'avancer. Quelques heures plus tôt, le commandement central des États-Unis, ou CENTCOM, avait reçu un message que personne ne voulait entendre. Un F-15 à Strike Eagle de l'US Air Force, indicatif d'appel DUD 44, était abattu en territoire iranien hostile. Le pilote et l'officier des systèmes d'armes s'étaient éjectés en sécurité et étaient isolés derrière les lignes ennemies, a rapporté le président du comité des chefs d'état-major interarmés, Dan Kane, lors d'un briefing à la Maison-Blanche. Le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, ordonna rapidement une mission de sauvetage malgré le risque élevé. Les États-Unis faisaient face à des défis pendant la planification et à davantage de problèmes sur le terrain, tandis que l'officier des systèmes d'armes continuait d'avancer. Échapper et survivre étaient ses seuls objectifs. Armé d'un petit pistolet et potentiellement entouré d'ennemis invisibles, l'officier des systèmes d'armes a marché et escaladé, gravissant une crête de 2100 mètres à la recherche d'une cachette. Finalement, il l'a trouvée, une crevasse. Ici, il pouvait se cacher et utiliser son émetteur pour envoyer les signaux permettant aux États-Unis de le localiser et l'extraire. La balise que tenait l'officier pouvait être son salut ou sa perte. La laisser allumée risquait de permettre à l'Iran de le trouver en premier, mais il devait utiliser la balise. Sans elle, aucune extraction n'était possible, donc l'officier activait sa balise par intermittence tout en restant caché dans la crevasse trouvée. La balise fonctionnait et transmettait des signaux, mais localiser l'officier des systèmes d'armes restait difficile. Environ 14 heures après que le F-15 ait été touché, le CENTCOM préparait un communiqué. Il s'apprêtait à annoncer le sauvetage du pilote, le sort de l'officier des systèmes d'armes restant inconnu. Ensuite, tout a changé. Les responsables ont enfin localisé la balise de l'officier des systèmes d'armes. La déclaration initiale a été abandonnée. Hegseth a informé le président Trump qu'il devait garder le sauvetage secret tant que l'extraction de l'officier des systèmes d'armes restait possible, puis la mission a été officiellement lancée. L'opération nécessitait du temps pour démarrer. Il ne s'agissait pas seulement d'envoyer un hélicoptère pour extraire l'officier. L'Iran et les États-Unis cherchaient tous deux activement l'officier abattu. La planification, la préparation et de nombreux appareils et membres du personnel étaient nécessaires pour garantir le succès du sauvetage. L'officier des systèmes d'armes ne savait rien de tout cela alors qu'il était allongé dans la crevasse. Tout ce qu'il savait, c'est que le localisateur de survivants au combat, le SEL, qui est la balise qui serait son salut, devait être utilisé avec parcimonie. Cet appareil de 800 grammes fabriqué par Boeing ressemble à une radio militaire avec un terminal portatif. Intégré au gilet de survie et placé près de la poitrine de l'officier des systèmes d'armes pour un accès rapide, il a rempli sa mission, survivre à une éjection brutale d'un avion de chasse endommagé. L'appareil transmettait des coordonnées et des messages cryptés à chaque utilisation par l'officier des systèmes d'armes. Ces messages avaient été reçus. Les États-Unis préparaient leur plan tandis que l'officier des systèmes d'armes se cachait et soignait ses blessures. À des kilomètres de la position de l'officier des systèmes d'armes, l'US Air Force mettait en place une force opérationnelle de recherche et sauvetage au combat, ou CSR, pour la mission. Composée de chasseurs d'appui rapprochés A-10C Thunderbolt II d'hélicoptères HH-60W, Jolly Green II, César et d'avions HC-130J Combat King César. Ce groupe était prévu pour ce type de mission, tout comme les aviateurs des opérations spéciales de l'US Air Force, chargés d'extraire vivant d'Iran l'officier des systèmes d'armes.
Les hélicoptères Jolly Green 2 avaient déjà été utilisés avec les A-10 pour extraire le pilote du F-15 tout en essuyant des tirs, mais la mission à venir était bien plus complexe. Le groupe César était de grande ampleur et devait être soutenu par d'autres moyens de l'US Air Force, illustrant précisément ce que les États-Unis ont cherché à éviter lors de l'opération Epic Fury, le risque. À la fin de la planification, les États-Unis avaient estimé avoir besoin de plus de 150 avions et plus de 200 munitions pour l'opération, selon CBS News. Trump a lui-même dit que mobiliser toutes ces ressources pour le sauvetage était risqué. Et il avait raison. Les États-Unis auraient pu avoir 100 morts au lieu d'un ou deux si cela s'était mal passé. Mais la décision avait été prise pour une raison simple, comme l'a expliqué Trump. C'est une décision difficile à prendre, mais dans l'armée américaine, nous ne laissons aucun Américain derrière nous. Nous ne le faisons pas. Pour le César, il ne s'agirait pas uniquement des A-10 pour l'appui aérien rapproché, mais aussi d'autres avions spécifiques nécessaires aux États-Unis pour l'opération. Ces avions doivent entrer en Iran et une piste de fortune servirait de base à l'extraction. L'Iran venait de prouver qu'il pouvait abattre un avion américain de premier plan, avec des défenses aériennes portatives. Les forces iraniennes ne devaient pas recevoir une nouvelle chance. Des chasseurs escorteraient le groupe César, puis attaqueraient les Iraniens pour détourner l'attention de l'officier des systèmes d'armes. Une diversion sera aussi organisée, nous y reviendrons plus tard. Quant à l'Iran, alors que les États-Unis mettaient en place leur opération César, les forces terrestres iraniennes fouillaient les montagnes et les terrains accidentés autour de l'endroit où le F-15 avait été abattu. Ils voulaient donc capturer l'officier des systèmes d'armes ou le pilote, voire les deux. Cette victoire serait un atout de propagande majeur, l'un ou l'autre pouvant être présenté à la télévision iranienne comme preuve que l'armée américaine, malgré sa puissance, n'a pas protégé les siens. Ignorant que le pilote du F-15 avait déjà été secouru, le régime iranien offrit une récompense d'environ 50 000 $ à quiconque retrouverait vivant le pilote ou l'officier des systèmes d'armes. Des civils armés ont ainsi participé aux recherches, selon la BBC. Un filet iranien s'était formé. Massif au départ, mais à mesure que plus de personnes participaient, attirés par la promesse de gagner jusqu'à 734 fois le SMIC, ce filet se resserrait. Les États-Unis avaient réuni leurs ressources et étaient presque prêts à agir, mais devaient se dépêcher. Le WSO ne pouvait pas rester caché indéfiniment, et rester sur place permettait à ses ravisseurs potentiels d'éliminer les cachettes. Pendant ce temps, un autre groupe jouait son rôle dans la mission. Rien que cela a tout changé pour le WSO. Avant de continuer, rappel. Vous regardez The Military Show. Nous offrons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous pour garder une longueur d'avance. Le localisateur de survivants Evader n'a pas été le seul à indiquer à l'armée américaine où chercher le WSO isolé. La CIA s'était directement impliquée, comme l'a révélé son directeur, John Radcliffe. Il a indiqué aux journalistes que la CIA possède des capacités uniques, que le président américain peut utiliser selon les besoins. Certaines de ces capacités relèvent des prérogatives d'action clandestine. Et parce que clandestin signifie exactement cela, je ne pourrai pas vous dire tout ce que vous voulez savoir, a déclaré Radcliffe, avant d'ajouter. Sur ordre du président, nous avons mobilisé, face à un défi redoutable, à la fois des sources humaines et des technologies sophistiquées qu'aucun autre service de renseignement au monde ne possède. Il a comparé la difficulté de retrouver le WSO à chercher un grain de sable dans un désert. Cependant, c'est la mention des sources humaines qui attire l'attention ici. La CIA aurait surveillé le signal du WSO, tout comme l'armée de l'air. Mais que signifie agents humains? Radcliffe parle-t-il de membres de la CIA actifs aux États-Unis? Peut-être. Selon Trump lui-même, c'est la technologie de caméra de la CIA qui a finalement permis à l'US Air Force de localiser précisément l'emplacement du WSO caché. Ces caméras balayaient le flanc de la montagne que la balise avait signalé aux militaires, et Trump lui-même a expliqué que les caméras ont vu la tête d'un être humain. Trump a ajouté « Puis, 45 minutes plus tard, il a beaucoup bougé, s'est levé, et ils se sont arrêtés à mi-chemin. C'était le début de quelque chose d'incroyable. Nous ne savions pas précisément où il était. C'est une grande montagne. » Jusque-là, la position approximative de l'WSO était connue. Grâce à la CIA, les États-Unis savaient exactement où l'WSO se cachait. L'Iran n'avait pas encore cette information, donnant un avantage aux États-Unis. Cependant, il restait du travail et de nombreux défis avant l'exfiltration de l'WSO. Pour réussir le sauvetage, les États-Unis devaient d'abord installer un FARP. Un FARP est un point avancé d'armement et de ravitaillement, à établir au cœur du territoire ennemi, où il devait aussi être sécurisé contre les attaques iraniennes. Ce FARP était crucial, servant de zone de préparation pour la mission, l'équipement et le personnel que les États-Unis allaient mobiliser pour le sauvetage.
Une équipe des opérations spéciales de l'US Air Force aurait inspecté et identifié plusieurs pistes et aérodromes iraniens, potentiels pour des atterrissages et largages en vue d'une telle mission. Ce travail aurait commencé au moins depuis le début de l'opération Epic Fury, voire avant, révèle à The War Zone l'ancien aviateur du Special Tactics Squadron, Kyle Rempher. Rempher précise que la priorité est de trouver une piste pouvant accueillir 2 MC-130J Commando 2 pour l'extraction. Une piste destinée aux avions de pulvérisation agricole suffirait en taille, mais les États-Unis devaient aussi considérer le terrain. Un sol meuble ne résiste pas aux atterrissages répétés nécessaires pour une mission de ce type, et les conditions météorologiques récentes ont peut-être érodé le sol au point qu'il ne pourrait pas supporter une telle utilisation. Ce problème allait devenir central. Mais pour l'instant, les États-Unis se concentraient sur la constitution d'une force comprenant 155 avions. Donald Trump a déclaré que cette force comprenait 64 avions de chasse, 48 avions ravitailleurs, 13 avions de sauvetage et plus encore. 4 bombardiers s'ajoutaient à la liste. Attendez une seconde. Il s'agissait d'une mission de sauvetage. Pourquoi les États-Unis auraient-ils besoin de bombardiers, alors que l'objectif était de s'assurer que l'officier des systèmes d'armes soit évacué en toute sécurité? Il y a 2 réponses, la tromperie et la suppression. Lors de la mission américaine, les bombes massives ont joué un rôle central dans le sauvetage. Le Wall Street Journal indique que les bombardiers américains ont largué environ 100 bombes de 2000 livres sur les routes menant au site de sauvetage. Des routes détruites empêcheraient les forces terrestres iraniennes de conduire des véhicules jusqu'à l'emplacement du WSO, éliminant ainsi une autre menace de l'équation. Cependant, ces moyens, ainsi que d'autres réunis par les États-Unis pour la mission, ont aussi servi à une opération en dehors de la mission de sauvetage. La ruse était le maître mot, comme l'explique Trump. Nous voulions leur faire croire qu'il était ailleurs, car ils avaient une immense force militaire, et des milliers de personnes cherchaient. Nous voulions qu'ils cherchent dans plusieurs zones, explique Trump. La logique ici est simple. Chaque frappe américaine utilisant la force qu'elle avait rassemblée suffisait à convaincre les forces terrestres iraniennes qu'elles devaient se concentrer sur l'endroit où la frappe avait eu lieu. Il y a eu un bombardement intense des routes vers le site du WSO, mais les bombes larguées ailleurs ont forcé l'Iran à disperser ses forces. Le filet autour du WSO s'est élargi. Comme Trump l'a révélé après la fin de la mission de sauvetage, une confusion coordonnée régnait durant cette phase de l'opération. Au total, les États-Unis ont attaqué 7 endroits différents, obligeant l'Iran à chercher dans des lieux où il ne trouverait jamais la cible qu'il recherchait. Pendant que tout cela se passait, la CIA déployait également davantage de ses agents, cette fois sur le terrain en Iran. La rumeur a été lancée que les membres d'équipage du F-15 avaient déjà été retrouvés. C'était clairement pour convaincre certains chasseurs de primes iraniens d'abandonner. Ils ne trouveraient rien et ne récupéreraient pas l'argent. Mais l'endroit le plus important parmi ceux-ci était la province centrale d'Ispahan, à environ 20 km, soit 12,4 miles, d'une piste d'atterrissage temporaire créée par les États-Unis. Des cratères sont désormais visibles depuis le ciel. Des images satellites révèlent des dizaines de cratères de 9 mètres longeant les routes vers le site d'extraction. Cependant, ces images satellites montrent autre chose. Elles ont été prises à Shkolokobi, à quelques kilomètres de la piste isolée, où d'autres avions américains ont été endommagés. L'Iran a-t-il frappé ces avions? Non, ce sont les États-Unis, à cause du problème mentionné plus tôt. Durant les bombardements, les États-Unis ont envoyé des agents spéciaux pour extraire l'officier des systèmes d'armes abattus. La BBC indique que ces Navy Seals d'élite ont été parachutés près de l'officier des systèmes d'armes, puis exfiltrés vers une piste d'atterrissage de fortune installée hors du centre d'Ispahan. C'est ici qu'un problème de terrain a surgi. La base isolée accueillait une paire d'avions de transport militaire, qui se sont révélés plus tard, selon l'Iran, être des C-130. Lorsque les SEALs ont amené l'officier des systèmes d'armes extraits jusqu'à ces avions, ils ont découvert que les avions s'étaient enlisés dans le sol et étaient incapables de décoller de la base. C'était un problème. Bloqués, les SEALs ont dû prendre une décision difficile, les C-130 censés leur permettre de s'échapper étant désormais inutiles. Ils ne pouvaient pas non plus permettre que les avions tombent entre les mains de l'ennemi. Alors les SEALs ont fait exploser les appareils qu'ils comptaient utiliser. L'Iran annoncera plus tard la destruction de 2 hélicoptères Black Hawk lors de la mission. Cela indique quel appareil les SEALs ont utilisé pour extraire l'officier des systèmes d'armes. Le New York Times donne une version différente, affirmant que les États-Unis ont dû détruire 4 hélicoptères MH6 des forces spéciales. Ce ne sont pas des Black Hawk, donc l'Iran ment, se trompe sur les hélicoptères perdus, où les États-Unis en ont perdu plus qu'annoncé. Nous attendons encore une confirmation. D'autres équipements ont également été perdus.
Un pilote d'Adix a essuyé des tirs lors d'une mission de sauvetage, probablement celle du pilote retrouvé avant l'officier des systèmes d'armes. Le pilote de cet avion d'attaque a continué à se battre, a poursuivi la mission, puis, en repartant, a fait voler son appareil dans un autre pays, et a déterminé que l'avion n'était pas en état d'atterrir, a révélé Kane. Après avoir fait ce constat, le pilote a survolé un territoire allié, s'est éjecté et a été récupéré sain et sauf. Malheureusement, l'Adix détruit s'ajoute aux 2 C-130 et aux hélicoptères, parmi les principales pertes de la mission de sauvetage. Cependant, c'est la partie la plus importante. Il n'y a eu aucune perte humaine américaine. Privés de leur principal moyen d'extraction, les SEALs ont opté pour le plan B. Un appel a été lancé, et les forces spéciales américaines, avec l'officier des systèmes d'armes secourus, ont été extraits par 3 appareils, venus les récupérer depuis le terrain d'aviation rudimentaire. Ces appareils auraient attiré sur les avions américains endommagés, faisant de la piste un cimetière pour les appareils de transport qui y étaient stockés auparavant. De là, les 3 appareils ont décollé, déposant l'officier des systèmes d'armes en territoire allié au Koweït. Là-bas, il est soigné après avoir été grièvement blessé, a rapporté Trump. Mais grâce à cette mission remarquable, l'OSV s'en sortira très bien. Trump a déclaré sur Truth Social après l'opération « Nous l'avons eu ». Il a ajouté « Mes chers compatriotes américains, l'armée américaine a récemment mené l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de son histoire. Pour l'un de nos incroyables membres d'équipage, qui est également un colonel très respecté, et dont je suis ravi de vous annoncer qu'il est désormais sain et sauf. » Trump a utilisé le même message pour affirmer que cette mission prouve une fois de plus que nous avons atteint une domination et une supériorité aériennes écrasantes dans le ciel iranien. Cette affirmation est discutable. Un F-15 n'aurait pas été abattu si les États-Unis dominaient totalement l'espace aérien. Cependant, cela n'enlève rien au caractère impressionnant de cette opération. Les États-Unis ont dû coordonner plus de 100 avions, et encore plus de personnel, ainsi que des opérateurs des forces spéciales, et la CIA, tout cela pour localiser et extraire un seul homme. Les États-Unis ont réussi l'opération sans aucune perte américaine. Quant à l'Iran, il a remporté une victoire de propagande en abattant un F-15. La victoire bien plus grande de capturer du personnel américain lui a été arrachée des mains par une opération que personne n'avait vue venir. Maintenant, nous attendons de voir ce qui va se passer ensuite. Trump a déclaré un cessez-le-feu conditionnel de 2 semaines avec l'Iran. Le détroit d'Ormuz doit être rouvert pour que ce cessez-le-feu tienne, et l'Iran dit qu'il respectera le cessez-le-feu tant que toutes les attaques contre lui cesseront. Assistons-nous enfin à la fin de l'opération Epic Fury. Sinon, et si le cessez-le-feu est rompu, les États-Unis seront prêts avec plus de puissance de feu aérienne, y compris leurs chasseurs F-22. Ces avions ont déjà été utilisés contre l'Iran et seront prêts à frapper plus fort si besoin. Regardez notre vidéo pour voir ce qu'ils ont déjà fait et abonnez-vous à The Military Show si vous avez aimé. Merci de nous avoir suivis